Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le premier lot de 50 000 doses de vaccins anglo-suédois AstraZeneca est arrivé ce lundi en début d'après-midi à l'aéroport international Houari Boumedienne. On y revient en début de journal. La logistique dans le stockage, l'acheminement et la distribution du vaccin est supervisée par l'Institut Pasteur. Un zoom ce soir sur cette mission de première importance en cette crise sanitaire. On parle également ce soir de la Twiza, tradition séculaire d'entraide qui s'adapte à la situation de la crise sanitaire. Une plateforme collaborative a été créée appelée Twiza. Elle permet de mettre en contact les Algériens bloqués à l'étranger avec nos compatriotes qui souhaiteraient les héberger sur place. Et puis la répression des forces d'occupation marocaines se poursuit. Des militantes sahraouis ont été sauvagement agressées par la police marocaine dans la ville occupée de Boujdour. Nous écouterons des témoignages en exclusivité dans cette édition. Bienvenue à tous. Le premier lot de 50 000 doses de vaccins anglo-suédois AstraZeneca est arrivé ce lundi en début d'après-midi à l'aéroport international Houari Boumedienne. C'est un lot de vaccins qui est le second après le lot du vaccin russe Sputnik V, commandé dans le cadre de la stratégie de l'Algérie initiée par le président de la République visant à lutter contre l'épidémie de la Covid-19. Couverture ce matin de Yamina Saïchi. Un avion en provenance de Londres vient d'atterrir à l'aéroport international Houari Boumedienne. À son bord, ce sont 50 000 doses de vaccins. Le deuxième lot de vaccins anti-coronavirus vient d'arriver en Algérie, et ce, dans le cadre de la vaccination des catégories les plus vulnérables et le personnel hospitalier. C'est un arrivage qui est planifié, qui rentre dans le cadre d'un programme bien établi, qui va nous permettre d'assurer une distribution équitable au niveau de l'ensemble des wilayas pour leur permettre d'entamer la vaccination dans de très bonnes conditions. Déjà, vous avez vu, nous avons lancé à Blida, officiellement à Blida, Alger. Il y a une demande accrue des citoyens pour se faire vacciner. Pour ce qui est du choix des vaccins, le docteur Djamel Fourar se veut rassurant quant à la fiabilité du vaccin. La vaccination reste le facteur essentiel qui va nous permettre d'arrêter la transmission de ce virus. C'est des vaccins qui sont connus, c'est des firmes qui sont connues, c'est des vaccins qui ont une efficacité prouvée, une innocuité, une sécurité parfaite. Tous les moyens logistiques ont été mis en place pour assurer la réussite de la campagne de vaccination. La prochaine étape constituera la distribution du vaccin au niveau de toutes les wilayas du pays. Voilà donc pour ce deuxième lot de vaccins AstraZeneca qui est arrivé donc à Alger avec un lot de 50 000 doses qui ont été réceptionnées ce lundi. On parle également ce soir de la logistique dans le stockage, l'acheminement, mais surtout la distribution du vaccin. Elle est supervisée par l'Institut Pasteur. On fait un zoom ce soir sur cette mission de première importance en cette crise sanitaire avec Mariam Damis. Assurer le stockage et la distribution du Sputnik V, telles sont les missions de l'Institut Pasteur, une opération logistique d'une grande ampleur. Des camions frigorifiques ont été mobilisés pour assurer l'acheminement des vaccins vers plusieurs wilayas du pays. Nous disposons de tous les moyens pour assurer le stockage des vaccins, à savoir des chambres froides de 2 à 8 degrés jusqu'à moins 20 degrés. Le ministère de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière a mis en place une stratégie en vue d'une distribution équitable entre toutes les wilayas du pays. Ce premier lot concerne les 20 wilayas les plus affectés par la pandémie, à savoir les wilayas de l'Est, de l'Ouest, du centre et du sud du pays. Nous sommes venus de Sétif pour acquérir ces vaccins. Les pouvoirs publics ont consacré tous les moyens nécessaires pour assurer l'acheminement des vaccins vers la wilaya de Sétif, à savoir 2 camions frigorifiques à moins 22 degrés Celsius.
Un respect strict de la chaîne de froid observé afin d'assurer la circulation des vaccins dans les meilleures conditions. Et puis au centre anti-cancer de la wilaya d'Adrar, un service a été totalement réservé aux vaccinations anti-Covid. Des chambres froides y ont été installées également. C'est un centre qui est prêt à recevoir les personnes qui doivent se faire vacciner. Le récit de Yasmine Massaoudi. Tout est fin prêt dans ce centre de santé publique de la wilaya d'Adrar pour la réception dans les meilleurs sont disponibles. Nous sommes en contact quotidien avec le ministère de la Santé. Nous sommes prêts à recevoir le quota dédié à notre wilaya. Un vaccin accessible à tous, les soignants ont été mobilisés pour que cette opération se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes prêts à recevoir les patients. Nous avons examiné au préalable ceux qui désirent se faire vacciner. Pour les patients qui n'ont aucun problème de santé, nous les laisserons en observation 30 minutes après la vaccination. Pour les autres, nous les prendrons en charge en cas d'allergie ou autre imprévu. Nous leur donnerons rendez-vous après 21 jours pour recevoir la deuxième dose du vaccin. J'appelle tous les citoyens à se faire vacciner et qu'ils n'aient pas peur d'éventuels effets secondaires. La campagne de vaccination touchera toutes les wilayas du pays, y compris les zones frontalières. Une opération qui se poursuivra tout au long de l'année en cours. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a tenu ce lundi une réunion présidée par Slimane Chennine, président de l'Assemblée, lors de laquelle Chennine s'est dit satisfait de l'entame de l'opération de vaccination contre le nouveau coronavirus. Le président de l'APN avait salué l'engagement honoré par le gouvernement quant au délai fixé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, appelant à poursuivre cette campagne pour atteindre l'immunité collective et mettre fin aux répercussions de la pandémie sur tous les plans. Dans l'actualité également, un total de 35 formations politiques ont déjà transmis leurs propositions à la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le rapporteur de cette commission, Walid Lagoun. La commission est en train en ce moment d'examiner attentivement ces propositions pour pouvoir les porter au président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans les plus brefs délais. Nous allons parler ce soir également de cette initiative qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée, la Twiza. La Twiza, cette tradition séculaire, vous la connaissez. Elle est censée installer cette entraide et qui s'adapte en ce moment à la situation de la crise sanitaire. Une plateforme collaborative a été créée. Elle est appelée Twiza. Elle permet de mettre en contact les Algériens bloqués à l'étranger avec nos compatriotes qui sont sur place et qui souhaiteraient les héberger pour une durée déterminée en attendant leur rapatriement. De Paris, Afef Belouchette. Moi, ce que je me suis dit, c'est que nous, les Algériens, on montre souvent notre fierté, notre attachement au pays. Sofiane est un jeune étudiant algérien en école d'ingénieur en France. Ce matin, c'est un rendez-vous très particulier qu'il a. Il doit rencontrer les responsables du club Émergence, un think tank franco-algérien qui propose depuis une dizaine de jours de mettre en relation des Algériens de passage bloqués en France et au-delà avec les Algériens résidant dans ces pays afin de leur offrir une solution d'hébergement ponctuel. J'ai confiance en la plateforme Twiza pour me mettre en relation avec des gens qui correspondent à mon profil et également moi je serais vraiment heureux d'aider mes compatriotes algériens et algériennes. En effet, c'est dans ce laboratoire d'idées qui incite à la réflexion entre les membres de la diaspora algérienne au sens large du terme qu'est née cette initiative il y a moins de 2 semaines. Mais Twiza, c'est quoi précisément ? Si je dois le résumer, c'est la solidarité. Et comme le nom l'indique, on va dire Twiza, c'est l'ancêtre du troc ou même encore mieux de l'entraide solidaire de village à la base. Et c'est un mot qui est bien algérien, ma'rouf. Une plateforme de solidarité donc qui ressuscite une tradition ancestrale en la mettant au goût du digital via une plateforme numérique accessible de par le monde, collaborative, gratuite et qui se prolifère plus vite que le virus sur tous les réseaux sociaux depuis sa création. On travaille particulièrement aussi via les réseaux sociaux pour faire connaître la plateforme Twiza. On va utiliser beaucoup Facebook bien évidemment, mais aussi les autres réseaux sociaux. Et de manière à être le plus visible possible. Donc on invite forcément tous les Algériennes et les Algériens à se connecter à la plateforme Twiza. Qu'en pense
pense nos compatriotes. Un Algérien qui ne peut pas retourner au pays, donc j'ouvrirai ma porte sans souci, oui, bien sûr. En attendant de tisser un réseau assez large pour répondre à la forte demande, les initiateurs de Twiza mobilisent leur propre réseau, comme cet hôtel parisien qu'ils inspectent dans la perspective d'un hébergement d'urgence. Twiza sollicite via notre association Club Émergence, donc son réseau d'acteurs associatifs, d'acteurs professionnels et même d'amis. En l'occurrence ici, où cet ami algérien qui est professionnel de l'hôtellerie a tout de suite adhéré au concept de Twiza et de solidarité collaborative et a proposé une chambre d'urgence ici à Paris, à Bastille, pour nos compatriotes qui sont en situation de détresse et bloqués en attente de rapatriement. Pour en savoir plus, quelques clics sur le site twiza.dz ou l'ensemble des pages des différents réseaux sociaux avec comme mot-clé Twiza, une solidarité qui ne se dément pas. Le bilan Covid pour ce lundi 1er février, 239 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 186 guérisons, 3 décès ont été malheureusement enregistrés au cours des dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le Dr Jamel Fourar. Je vous invite à l'écouter. Les indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 239 nouveaux cas, 322 nouvelles hospitalisations, 186 patients guéris, 29 patients en soins intensifs et 3 décès. Avec la déclaration de 239 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 5 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 3 nouveaux décès au cours de ces 24 dernières heures. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, durant les 24 dernières heures, nous avons enregistré 322 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 530 patients guéris, dont 186 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux ce jour 29 patients hospitalisés en soins intensifs. Le volet développement à présent dans les wilayas d'Ilizi, de N'Ama et de Biskra. Plusieurs projets de développement ont été lancés. Ce sont des projets qui viennent répondre aux préoccupations des citoyens sur place. Camélia Melal. À Ain Amenas, dans la wilaya d'Ilizi, le secteur de la santé a eu la plus importante part parmi les projets de développement local. Cette commune a bénéficié de bon nombre de projets de construction d'infrastructures sanitaires, dont un hôpital d'une capacité d'accueil de plus de 60 lits. Le taux d'avancement des travaux de cet hôpital a atteint les 90%. En ce qui concerne les équipements médicaux, on attend leur réception. Plusieurs communes de N'Ama connaissent une certaine dynamique depuis quelque temps. Cette dynamique résulte du lancement de plusieurs projets de développement local, notamment les travaux d'aménagement urbain, l'éclairage public et le raccordement aux différents réseaux de distribution, de quoi réjouir les habitants de la région. Aujourd'hui, on vient d'être raccordé au réseau électrique et à l'eau potable. Nous sommes contents de ces changements effectifs. Avant, on devait dépenser 600 à 700 dinars pour acheter des citernes d'eau. Biskra n'est pas en reste. Cette wilaya bénéficie de plusieurs programmes de développement. En témoigne ce projet de raccordement au réseau d'électricité rurale au profit des agriculteurs de la région. Nous avons tracé un programme en collaboration avec les services agricoles et la Sonelgaz pour prendre en charge les préoccupations des agriculteurs. Le projet de raccordement au réseau électrique a été lancé. Ces projets sont de vrais facteurs de redynamisation du développement local qui aident les régions du sud algérien à sortir de l'isolement et ouvrent de nouvelles perspectives économiques et sociales. Dans l'actualité également, la répression des forces d'occupation marocaines se poursuit. Des militantes sahraouis ont été sauvagement agressées par la police marocaine dans la ville occupée de Boujdour. Ces militantes tentaient d'apporter un soutien à une autre militante astreinte à rester chez elle, Nakhla Al-Arbi, pour le point et le commentaire. Depuis l'agression contre les civils à Al-Gargarat, les atteintes aux droits de l'homme commises par l'occupant marocain sont légion.
Zeynep Mbarak Bey, Mbarka Mohamed Al-Hafod et Karima Mohamed Habadi. Le groupe de militantes sahraouis était venu rendre visite à la militante des droits de l'homme Sultana Khaya, interdite de visite et de sortie depuis plus de 2 mois. Les 3 femmes ont été malmenées et sauvagement frappées par les forces d'occupation marocaines. تعرضت للتدخل الشابحون جابوني لفم هاي الدار وتموا لا يصفقوا فيا واللي يقرص واللي يخبط بالدبابيس اللي كان راعي هذه دبوس وراعي ذراعي مال هذا كامل مني أكحل وراعي الصاقي اللي قد يظهر له هو واللي قد ما يظهر ما يظهر اللي هي دبابيس الاحتلال المغربي اللي هي رعاها أمال هون وهون ذكره وخبر فيها الله اللي ما قديت نرقد على سري هذا ليس صار ما هو اللي لا يرد نحن عن مسيرة نضالنا اللي تم مقاومين فيها بإذن الله تبارك وتعالى لين تستقل الصحراء ولا هي تستقل اللي رادها الله على أفهام المدافع وبلا يجزيهم هما ومثلا علينا رانا معنا خايفين نضامنهم على اللي وقع زينب وبابي اللي يعني قيموا بيها إلى بلاد مبدية هوك داقع الصوير ودبتقوا عليها دبوس معدل هلها نايب الكوم والسير مادو محمد اللي عدل هذا والواعرة اللي يعني أنا حتى هي وطيبت كاملة بالضبط وبدا كامل وحاولوا يدخلوا عليها الدفة ولا خارج نوع ما مارسوا علينا ضد حمساية واللي شالوا كمامتي واللي مرقت لهم حتى أنا في النهاية مرقت بي اللي كنت نوثق جاوا مباشرة طاروا على كمامتي وداروا فيا طرشات لتحرير ساقي الحمراء والذهب عاشق. Sultana Khaya, pour rappel, était arrêtée au niveau de l'accès nord de la ville de Boujdour et agressée physiquement après son retour de l'étranger. La militante est à ce jour assignée à domicile dans sa ville natale depuis plus de 2 mois. Depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre dernier, les forces d'occupation marocaines imposent un blocus sur les villes sahraouies occupées. Cette situation pour le moins difficile pour les populations, celles assiégées notamment, n'entame pas pour autant la détermination de l'armée populaire de libération sahraoui qui continue de bombarder les points de retranchement de l'armée de l'occupant. Et justement, on parle de l'armée populaire de libération sahraoui qui continue ses attaques contre les forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte. Parallèlement, les représailles contre les prisonniers sahraouis civils sont vivement dénoncées aussi par le gouvernement sahraoui qui en appelle à la Croix-Rouge internationale à mettre le holà sur ses déplacements. Naïma Chekchek. Depuis voilà presque 3 mois, la PLS, l'armée populaire sahraoui, poursuit avec force ses attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines le long du mur de sable. Plusieurs offensives hier de l'armée sahraoui étaient menées à coups de bombardement contre des positions marocaines dans la zone occupée de Oudizienne, secteur de Farsia, causant des pertes matérielles à l'armée d'occupation. Les unités de la PLS ont également bombardé les retranchements des forces marocaines postées dans les régions d'Aousserd, de Mahbas et de Farsia, précise un communiqué du ministère sahraoui de la Défense qui ajoute que les forces marocaines ont essuyé des pertes humaines et matérielles colossales le long du mur de la honte. Ajoutant par ailleurs que le ministère sahraoui des territoires occupés et des Sahraouis établis à l'étranger s'est dit extrêmement préoccupé de l'état des prisonniers civils sahraouis dans les geôles de l'occupant marocain, victime de la politique de représailles systématique de ce dernier qui poursuit la violation et la confiscation de leurs droits. Les droits des prisonniers civils sahraouis dans les geôles de l'occupant marocain sont systématiquement confisqués en violation flagrante de toutes les chartes et coutumes internationales, en tête desquelles les instruments internationaux des droits de l'homme, note le communiqué du ministère sahraoui des territoires occupés et des communautés sahraouis qui fait également état de sa grande préoccupation quant aux représailles systématiques sur les prisonniers sahraouis. Et face à cette situation tragique des détenus, le ministère tire la sonnette d'alarme et appelle la communauté internationale, notamment le CICR, l'Organisation internationale de la Croix-Rouge, à intervenir d'urgence conformément à son rôle
de protection des civils des zones occupées. Sur le plan de la solidarité internationale, Toby Shelley, membre d'un réseau international de solidarité avec le peuple sahraoui, déclarait aujourd'hui que l'invasion marocaine de la zone démilitarisée de Gargaret, au sud du Sahara occidental, risque de déstabiliser non seulement le Maghreb, mais aussi toute la région du Sahel, déplore l'activiste qui dénonce le blackout médiatique imposé sur les événements d'Al-Gargaret le 13 novembre dernier, aussi bien du côté marocain que du côté de l'ancienne puissance d'occupation, l'Espagne. Et en solidarité avec le peuple sahraoui, dans le cadre des initiatives de la société civile, l'association Al-Irshad ou Al-Islah a procédé aujourd'hui au siège de l'ambassade de la Raste à Alger au lancement d'une caravane d'aide. Elle est composée de 30 tonnes d'aide composée de produits alimentaires, de médicaments. Et puis notez également qu'un staff médical a été dépêché également et qui accompagnera cette caravane jusqu'au territoire sahraoui. Les participants au dialogue interlibyen facilité par l'ONU ont entamé ce lundi un nouveau cycle de pourparlers qui devront déboucher sur la formation d'un exécutif devant conduire la transition en Libye jusqu'à la tenue des élections prévues en décembre. Mais la procédure de sélection n'est pas sans comporter des risques en cas de déconvenue chez l'un des camps, prévient encore Crisis Group. On revient en Algérie pour parler sport avec la nouvelle académie de formation de la Fédération algérienne de football à Sidi Bel Abbès qui a été inaugurée aujourd'hui en présence du président de la Fédération de football Kheddin Zatchi et le sélectionneur national Jemal Belmadi. Les autorités officielles. La FAF a procédé à plusieurs travaux d'aménagement de cette infrastructure mise à sa disposition par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui accueillera 2 promotions de jeunes footballeurs nés en 2006 et 2007 ainsi qu'une sélection de formation de gardiens de but. Pour rappel, cette structure est la deuxième après celle de Khmis Meliana qui est opérationnelle depuis septembre 2019. On écoute le président de la FAF et le coach national. C'est ça pour moi un programme. Voilà, parler des jeunes. On a tellement critiqué le fait qu'on n'a pas la possibilité de donner à tous ces jeunes joueurs de qualité d'avoir une vraie formation. Aujourd'hui, on a un centre qui est celui-là. On a eu celui de Khmis Meliana. On en a d'autres qui vont arriver. Bon, ça c'est les choses sur lesquelles je parle en tant qu'éducateur. Voilà, et ça m'intéresse. Issu moi-même d'un centre de formation, ça c'est des choses qui m'intéressent. Nous avons vu plus de 6000 enfants nés en 2006 et 2007. Et au final, nous avons choisi seulement 57 jeunes joueurs qui ont rejoint cette nouvelle académie de Sidi Bel Abbès. Mais la sélection ne s'arrête pas là. On parle également ce soir de l'incertitude qui plane sur les Jeux Olympiques de Tokyo qui devraient se tenir l'été prochain. Et face aux rumeurs grandissantes d'annulation de cet événement, ce grand événement sportif, le président du CIO et le Premier ministre japonais continuent à assurer que les Jeux Olympiques se tiendront bien au Japon cet été malgré l'inquiétude de la population liée à la pandémie de la Covid-19. Sarah Dabal. La Covid-19 a soufflé la flamme olympique et éteint le rêve d'une nation en 2020. Et après un report d'une année, c'est devenu l'un des événements les plus attendus en 2021. Les JO sont toujours prévus entre le 23 juillet et le 8 août prochain. Mais les menaces d'annulation de ces Jeux reviennent avec insistance à moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture. Une probabilité contredite par le Premier ministre japonais Yoshihide Suga qui a affirmé dans des médias japonais que les Jeux auront lieu en été et que le gouvernement japonais sera prêt pour se prémunir du virus et qu'il est déterminé à travailler en étroite collaboration avec la métropole de Tokyo, le comité d'organisation des JO et le comité international olympique pour réaliser des Jeux sûrs et sécurisés. De leur côté, les responsables des Jeux Olympiques de Tokyo ont déclaré eux aussi qu'ils disposaient d'une base solide pour assurer l'organisation de l'événement cet été, malgré les doutes sur sa faisabilité et qui se sentaient encouragés par le soutien du président du comité international olympique, Thomas Bach, qui a également mis fin aux rumeurs et a promis des Jeux sûrs, même en pleine pandémie.
Le Japon connaît actuellement sa pire vague d'infection depuis le début de la crise sanitaire. Et malgré le développement de plusieurs vaccins, cet événement sera certainement très différent de celui initialement prévu. Le soutien des Jeux au Japon est en baisse. En 2021, une enquête a révélé que plus de 60% des Tokyoïtes étaient contre l'organisation des JO en juillet. Une certaine inquiétude de la part de la population de l'arrivée de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, mais également des milliers de supporters d'interrogation. Ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.